Politique. Bienvenue, il est 7h43, le petit déjeuner politique de Manon Aubry, députée européenne France Insoumise. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Vos camarades de la France Insoumise ont déposé pas moins de 19 000 amendements à l'Assemblée nationale contre la réforme des retraites. On rappelle que vous êtes députée européenne. Quel est l'objectif ? Gagner du temps ? L'objectif, il est très clair, c'est d'essayer d'avoir gain de cause. Ça fait 2 mois que les gens sont mobilisés dans la rue. Mais gain de cause comment ? Gain de cause avec 19 000 amendements, y compris énormément d'amendements de suppression. Vous savez, j'ai entendu Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, faire une leçon de démocratie dans un autre média en disant qu'on ne faisait pas honneur à la démocratie. Mais au contraire, nous faisons honneur à la démocratie quand on a une majorité de la population qui est contre cette réforme des retraites, une majorité des syndicats qui est contre cette réforme des retraites, quand en plus le gouvernement s'assoit sur l'avis du Conseil d'État, eh bien il nous reste, le seul outil qui nous reste, c'est l'outil parlementaire dont nous faisons usage. Pendant plusieurs semaines, on voit là les avocats qui jettent leur robe, les profs qui jettent leurs bouquins. Nous, on jette 19 000 amendements en face du gouvernement pour dire notre refus de cette réforme qui nous fera travailler plus longtemps. Oui, alors pour un député de la République En Marche, Olivier Véran, pour ne pas le citer, c'est du zadisme parlementaire. Non, c'est une forme, on utilise les outils démocratiques. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement a trop souvent pris l'habitude, on l'a vu avec la fâcheuse histoire sur le congé pour les parents en deuil, oui, où le gouvernement a quand même essayé de passer en force pour éviter l'allongement de ce congé pour les parents en deuil. Et puis de 5 à 12 jours. De 5 à 12 jours, et puis d'un coup, il essaie de rétro-pédaler en faisant des leçons d'humanité, mais parce qu'ils ont pris l'habitude d'imposer une décision et que personne se rebiffe. Oui, et désolé de vous dire, nous sommes en démocratie, il y a une opposition. Sur cette affaire du congé de deuil pour un enfant, vous pensez que c'était une stratégie délibérée ou alors qu'il y a eu une maladresse, une forme de déconnexion ou pas ? Les deux, d'abord, ils ont trop pris l'habitude que faire les choses en catimini. Donc, pour être honnête, 90% du temps, ça passe. Parce qu'il n'y a personne qui se rebiffe. La dernière fois où les gens se sont rebiffés, c'était au moment où le gouvernement a accordé une nouvelle exonération fiscale à Total pour l'huile de palme. Alors, il y a eu à peu près le même scénario où finalement, ça a créé un tollé dans les médias. Ils sont revenus dessus, puis finalement, ils l'ont passé par ordonnance. Donc, déjà, vigilance sur cette histoire du congé pour les parents en deuil. Oui, parce que normalement, ça devrait être corrigé au mois de mars. C'est ce qui a été dit. J'appelle à la vigilance parce que la dernière fois qu'ils nous ont dit que ça allait être corrigé sur l'exonération fiscale, ça a été en effet corrigé, puis finalement, c'est passé par ordonnance. Et puis, deuxième chose, c'est vrai que ça illustre une déconnexion totale avec la réalité des gens, la réalité sociale. On a des espèces de robots à qui on dit... Muriel Pénicaud, c'est pas un robot quand même. C'est la ministre. Je parle des députés à qui on dit avis positif, avis négatif, votez pour ou votez contre, avis favorable, défavorable. C'est ça qui se passe sur les bancs de l'hémicycle. Ouais. Et vous avez des robots qui votent à main levée. Ça va même jusqu'à la députée Aurore Berger, qui ne savait même pas qu'elle avait voté, parce qu'elle avait voté par... il y a une forme de procuration qui existe, qu'elle avait voté contre, et qui s'est offusquée sur les réseaux sociaux. Ce vote par procuration, au final, on a une députée qui ne savait même pas ce qu'elle avait voté. Enfin, vous imaginez comment notre démocratie, à quel point notre démocratie va mal pour arriver à un point où les députés ne savent même plus ce qu'ils votent et ne traduisent même plus la pensée populaire majoritaire. C'est une démocratie qui est amorphe. Alors c'est ça ? Oui, carrément, ce sont des députés godillots, l'espèce de moines soldats qui lèvent le bras en cadence pour, même si on leur dit de faire tout et son contraire, ils suivent bêtement ce que le gouvernement leur demande de faire. C'est grave ce que vous dites, quoi. Ils suivent bêtement, parce que ce sont vos collègues députés, même si vous êtes européenne. Et je suis sûre que là-dedans, il y a forcément des gens bien. Et j'ai envie de les interpeller en disant, j'en suis sûre que vous avez une indépendance, une liberté de conscience. Faites-en preuve, arrêtez de suivre aussi bêtement. D'ailleurs, on l'a vu sous le quinquennat précédent, il y avait les fameux députés frondeurs qui s'étaient désolidarisés de la majorité sur un certain nombre de sujets. On peut avoir la même chose là pour cette majorité. Je ne peux pas croire qu'il y a plus de 300 députés qui suivent bêtement ce que le gouvernement leur demande de faire. Est-ce que vous craignez que le gouvernement finalement ne finisse par utiliser le 49.3 comme l'a demandé certains, le MoDem notamment ? C'est évidemment un danger au vu de leur vision, leur compréhension de la démocratie qui s'est exprimée ces dernières semaines. Je ne serais pas surprise qu'ils utilisent le 49.3 qui serait un énième recul démocratique
pour passer en force une réforme dont personne ne veut. Oui. Vous êtes députée européenne, je l'ai dit. Est-ce que vous regrettez vraiment le départ de vos collègues britanniques avec le Brexit ? Je n'ai pas à regretter, il y a eu un vote, et moi je respecte la souveraineté populaire, et une majorité d'Anglais et de citoyens britanniques se sont exprimés pour le départ du Royaume-Uni. Il faut respecter cela en démocratie, voilà, on parlait de démocratie. Donc non, je ne regrette pas leur départ. Non mais à titre personnel, quoi, non, moi je regrette que la construction européenne en soit arrivée là. Pendant longtemps, on se demandait quel nouvel État allait rejoindre l'Union européenne. Maintenant, on en est à un stade où on se demande quel pourrait être le prochain État à partir. C'est ce qui se dit dans les travées européennes, quoi, des parlements. Et donc, le pire pour moi, ce serait de continuer comme avant. Et de ne pas s'interroger sur cette construction européenne qui nous amène telle qu'elle est, droit dans le mur, sans remettre en question ces dogmes de l'austérité, du libre-échange, de la compétition de tous contre tous. Finalement, l'inverse de ce pourquoi l'Union européenne a été créée. Et c'est l'angoisse, ou l'une des craintes en tout cas, dans les différents parlements, qu'il y en ait d'autres qui partent, quoi. Bien sûr, c'est une crainte parce que partout en Europe, le sentiment européen recule au fur et à mesure que les institutions européennes s'éloignent des peuples européens. Oui, c'est ça, le sentiment européen selon les institutions européennes. Non, dans les instituts de sondage, le sentiment européen s'éloigne. Mais honnêtement, c'est pas un hasard tout ça. Quand on voit à quel point les institutions européennes, je le vois parce que je les ai découvertes en 6 mois, sont éloignées des gens et des peuples européens. Vous mettez les pieds dans le Parlement européen, on a l'impression qu'il y a des murs gigantesques qui séparent les institutions européennes de la vraie vie. Et les gens, n'importe qui nous écoute, se sentent hyper loin de ce qui se passe à Bruxelles. Mais pourtant, vous venez de la vraie vie, donc vous pouvez leur dire, et il y en a d'autres comme vous, j'imagine. Je me bats au quotidien pour détruire ces murs qui séparent le Parlement européen de la vraie vie, et pour essayer de faire de la pédagogie, d'expliquer, de rapprocher les institutions, mais aussi de les critiquer, parce que la direction qu'elles prennent à l'heure actuelle nous emmène dans le mur. Oui, Manon Aubry, est-ce que vous craignez désormais que la Grande-Bretagne devienne un véritable paradis fiscal aux portes de l'Union européenne ? Oui, c'est le plus grand enjeu. Et là-dessus, je veux vraiment m'arrêter et sonner l'alarme très fort, parce que la direction que prend le Royaume-Uni, c'est d'être le pire paradis fiscal aux portes de l'Union européenne. Il y a une course à l'échalote pour baisser le taux d'imposition sur les sociétés. C'est la direction que prend le Premier ministre Boris Johnson. Et d'ailleurs, les entreprises ne s'y trompent pas. McDonald's, elle déplaçait son siège du Luxembourg, paradis fiscal notoire dans l'Union européenne, à, tiens, comme par hasard, Londres. C'est toujours un signe quand les entreprises choisissent leur siège. Donc du coup, il faut revoir l'accord avec les Britanniques ? Alors l'accord avec les Britanniques, en fait, pour le moment, il y a simplement un accord sur les droits des citoyens qui a été négocié. Le plus important reste à faire. L'Union européenne et le Royaume-Uni doivent se mettre d'accord sur un accord de libre-échange d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Et c'est là où le danger est le plus important, et c'est là où il faudra être le plus vigilant. C'est le travail que nous allons faire avec les députés insoumis dans les prochains mois. Oui, le scandale d'agression sexuelle dans le patinage. Vous soutenez la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est montée au créneau et a demandé au président de la Fédération des sports de glace de démissionner. Oui, je crois qu'elle a eu raison de le faire. Je regrette que ça n'a été pas fait avant, de ce que j'ai compris de l'affaire. Ce président de la Fédération des sports de glace était au courant. Donc il protège des violeurs. On a des hommes de puissance, qui ont une puissance relative quand même, et qui sont protégés par des plus hauts responsables politiques. Cette affaire est très grave. Et oui, on dit que l'ancienne ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, a fermé les yeux à un moment donné. A priori, elle a, d'après ce que j'ai compris, quand même œuvré à faire en sorte qu'il ait moins de responsabilités. Mais clairement, cet homme n'a plus rien à faire à la tête d'une fédération de sport, lui comme tant d'autres. Et c'est un signal d'avertissement que je veux dire à tous ces hommes qui protègent des violeurs. Vous n'avez plus rien à faire, et c'est à vous d'avoir peur. Ce n'est pas aux victimes, parce que dans cette affaire aussi, ce qu'on a vu avec Sarah Abitbol, c'est qu'elle a essayé d'approcher d'autres femmes qui ont été victimes et qui n'osaient pas. Et donc il faut s'adresser à toutes ces femmes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui et qui n'osent pas parler. Vous avez raison de parler. La honte doit être du côté des violeurs,
pas du côté des femmes qui sont Oui, victimes. vous êtes une sportive, vous faites du water-polo. Vous n'avez pas été en fait en compétition officielle ou vous avez côtoyé un peu ce genre de choses? J'ai été en sport-études, j'ai fait beaucoup de natation et triathlon et le water-polo. Tout ça sont des sports relativement masculins. Oui, c'est vrai. Et oui, j'ai pu voir dans ma jeune vie des situations de harcèlement sexuel dont je n'ai pas été victime directement, mais dont j'ai pu être témoin. Et vous en avez parlé, vous les avez dénoncés vous-même ou pas? Ou alors il y avait une forme d'omerta justement? Il y a une forme d'omerta. Aujourd'hui, je crois qu'on est encore qu'au début de la période MeToo. On a eu la période des dénonciations dans le cinéma. J'espère que cette période va ouvrir plus largement les portes du sport. Je crois que malheureusement, on n'est qu'au début des dénonciations dans le monde du sport. Mais c'est une bonne chose. Il faut que la parole se libère. Et donc, à toutes ces femmes victimes, parlez, vous avez raison, on vous écoute, ce n'est pas à vous d'avoir honte. Oui, alors dans le patinage, comme dans d'autres lieux, on disait tout le monde savait, mais personne ne parlait. Vous, Manon Aubry, vous avez dit là tout à l'heure, bah oui, moi aussi, je voyais qu'autour de moi, il y avait des affaires, mais où il y avait suspicion, et vous ne vouliez pas parler non plus, c'est ça, ou pourquoi? Qu'est-ce qui bloquait? Je pense que ça en dit long quand vous avez une gamine de 15 ans, il y a une quinzaine d'années, dans mon cas, j'ai 30 ans, vous avez des femmes qui ne sont même pas capables de caractériser ce qu'est du harcèlement sexuel. Aujourd'hui, la société a avancé, c'est une bonne chose, mais on est encore très loin d'avoir une société complètement ouverte sur le sujet, et j'espère que cette histoire dans le monde du sport va aider en la matière. Oui, Manon Aubry, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Moi, je vais revenir sur la petite Mila, 16 jours après le début de cette polémique, quand elle a critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, elle est toujours déscolarisée pour des problèmes de sécurité. Est-ce que vous êtes, vous, Mila? Parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu sur le sujet. Je crois que aujourd'hui, toute la campagne de harcèlement qui s'exerce contre Mila est absolument scandaleuse et injustifiée. Que aujourd'hui, en France, il n'y a pas de droit au blasphème. Donc, on peut critiquer une religion. C'est ce qu'a fait Mila. Alors, elle l'a fait de manière maladroite. J'aurais pas utilisé à titre personnel ces mots. Mais d'ailleurs, il y a une enquête qui a été ouverte à son encontre et qui a tout de suite été classée sans suite. Oui, en France, on a le droit de critiquer une religion, pas ses croyants, mais une religion. C'est ce qu'elle l'a fait. Et donc, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger, ce qui n'est pas normal qu'elle soit victime d'un tel harcèlement. Pourquoi vous ne montez pas au créneau? Je comprends pas. Je comprends pas que personne monte au créneau justement pour l'aider. Je viens de le faire de manière assez claire. Non, mais là, vous le faites là, mais parce que je vous en parle. Mais est-ce que pourquoi? Je suis interrogée. J'ai pas eu l'occasion de m'exprimer encore sur le sujet jusqu'à présent. Donc, oui, moi, très clairement, je serai du côté de tous ceux qui critiquent la religion. De nouveau, elle l'a fait de manière maladroite. Mais elle a 16 ans. Mais elle a tout à fait le droit de le faire. C'est une enfant. Oui. Et le il fait y a le qu'on droit lui au demande... blasphème, parce que vous avez dit il n'y a pas le droit au blasphème. Il y a droit au blasphème. Il y a droit au blasphème. Et donc, on peut critiquer une religion en France. Et donc, cette pauvre enfant, vous l'avez dit, en effet, elle a 16 ans. Elle a... tout à fait le droit de critiquer une religion, et la campagne de harcèlement dont elle est victime est absolument scandaleuse. Et malheureusement, on dit peut-être aussi beaucoup de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui en France qui donne lieu à ce type de campagne de harcèlement et qui est absolument scandaleux. Merci Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise. Vous étiez l'invitée ce matin de Sud Radio. Restez avec nous, il est 7h56.